Ben non, Petit client, ici Alexandre Nicodet avec mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons Véronique Basileba qui est avec nous. Véronique, si tu pourrais t'introduire. Coucou, Véronique Basile-Bernine. Je suis Atikamekw de Womontashi. J'habite à La Tuque et je travaille à Trois-Rivières. coucou Véronique. Écoute, on pourrait commencer par le plus récent et puis après, on va tranquillement remonter le fil du temps comme une rivière. Hein, et on va voir tout ton parcours. Mais moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était mon anniversaire. Hein, Oui, mon anniversaire à Trois-Rivières, alors que j'allais à une semaine autochtone que tu avais brillamment programmée à l'université. Et là-dedans, il y avait, j'étais désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps parce qu'il y avait je pense que c'est un work in progress. Là. Il y avait des jeunes Atikamekw qui venaient présenter du travail théâtral que tu fais avec eux. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'une part de la semaine, comment ça s'est passé, de l'objectif, et plus particulièrement encore, je pense que c'est ce que tu avais de plus proche de ton cœur, forcément, dans cette semaine-là, tout le travail théâtral là, qui est fait en communauté avec des jeunes. Ouais. Du 12 au 17 mars dernier, ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a tenu la 2e édition du Salon des Premiers Peuples. On est un comité qui organisons différentes activités du lundi au vendredi. Il y avait des rencontres d'auteurs, il y avait un bingo littéraire avec Kwayatonk, il y avait du cinéma avec Terre en Vue. C'est la raison pour laquelle on t'avait invité à venir présenter des films. Il y avait une lecture de théâtre pour la Journée mondiale du théâtre. C'était ça, le 27 mars. C'était donc du 22 au 27 mars, la semaine. Puis le 27 mars, étant la Journée mondiale du théâtre, on a fait une présentation sous forme de lecture théâtrale de la pièce de théâtre Siga Odeo de l'eau dans le canot qu'on a créée à Manawan il y a 2 ans, en juillet 2023. Pour la communauté qui voulait avoir une pièce de théâtre sur le sujet de le programme de prévention de la violence. Donc, ils nous ont demandé une pièce de théâtre qui abordait les thèmes de la violence fondée sur le sexe et le genre, mais aussi, at large, la violence communautaire, le vandalisme, l'intimidation sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on est 7 personnes qui avons travaillé sur ce projet-là. Beaucoup viennent de Manawan, il y en a qui de Womontashi, il y a moi. Puis on avait... c'est une pièce de 50 minutes qu'on a lue avec une trame sonore qui a été conçue par un des artistes, Pierre-Luc Ottawa, en fait. Donc, mais je peux les nommer, la distribution, il y a Richard Moore, il y a Nigun Nikwe Ottawa, Pierre-Luc Ottawa, Amy Flamand, Amélie Flamand, moi et ma fille Jasmine. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Non, on a les 7. Puis, chacun interprète un rôle, sauf Richard qui interprétait 2 personnages. Parce que dans l'histoire, le directeur d'école fait aussi l'animation à la radio. Donc, on s'est inspiré vraiment des réalités dans les communautés à partir de choses comme la radio communautaire qui est omniprésente dans la communication. Les gens appellent à la radio des fois pour rejoindre quelqu'un. D'ailleurs, c'est des anecdotes qui sont ressorties après la présentation. Les spectateurs mentionnaient vraiment des événements qui étaient arrivés ou des pratiques qui avaient cours quand ils étaient adolescentes, puis qui appelaient à la radio pour en même temps pour communiquer avec la communauté. Donc, je trouvais que c'était un beau vecteur de communication. Je me rappelle à l'époque, tu appelais à la radio pour souhaiter bonne fête à quelqu'un ou juste souhaiter bonne journée à quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est des affaires de même. Mais je racontais, moi, qu'il y a des gens, s'ils voulaient contacter quelqu'un qui était dans le territoire, qui avait son radio, ben, ils disaient, bon, ben là, coucher, je viens temps, il faut que tu reviennes. Il prenait son bateau, puis il revenait le lendemain. C'était comme ça lui pouvait pas appeler, mais
il le rejoignait par la radio. Mais dans l'histoire, c'est l'histoire d'une coucoum qui veut parler à son fils, puis il répond pas, elle n'est pas capable de le rejoindre. Elle appelle à la radio, puis elle lui parle à la radio, mais toute la communauté, tu sais, entend. Donc, c'est sous forme de lecture théâtrale, mais éventuellement, on veut la présenter telle qu'elle aussi dans les communautés, puis plus tard, peut-être dans un an, on pourra faire un travail de mise en scène. Oui, ça me rappelle une histoire, je ne sais pas qui me l'avait raconté, mais c'était dans une communauté inuite du Nord. Il avait installé le téléphone, mais c'était une ligne commune. Hein? Tout le monde pouvait entendre les conversations de tout le monde. Et là, avec le développement, avec le temps, ils ont dit maintenant, là, ils ont annoncé à la communauté, hein, ça va être formidable, vous allez avoir chacun vos lignes individuelles, privées. Et là, des gens disent non, c'est pas intéressant. On veut garder une ligne pour le monde. C'est vrai, hein? Voilà, c'était plus intéressant. Aussi, ça m'est arrivé aussi dans c'était à Malio-Ténam. On était à la radio, puis Jean-Claude Labrec, avec qui j'étais, dit je vais aller, tantôt, je m'en vais manger chez Evelyne Saint-Onge. Alors, j'ai dit à la radio, Evelyne, rajoute un couvert, j'arrive pour Jean-Claude. Et elle m'avait entendu, le couvert était mis. Exactement, c'est très utile en territoire à la radio. Mais c'est une belle idée d'avoir utilisé ce canal, c'est le cas de le dire, cette astuce-là pour l'inclure dans une pièce de théâtre. En effet, puis c'est tellement typique des communautés. Mais au-delà de l'habileté de la construction, je sais que tu as quand même une vision plus profonde du rôle du théâtre dans les communautés. Notamment, je sais que tu as travaillé sur Jovette Marcheseau à l'université. J'ai même vu quelque part le terme chamanologie, et c'est intéressant, parce que je me souviens quand j'ai travaillé avec Arthur Lamotte sur le film L'Écho des songes, qui était justement sur l'art autochtone contemporain. Arthur, d'ailleurs, c'était le titre en anglais, Shaman Never Dies. Il disait l'art autochtone a une fonction chamanique, dans la mesure où le chaman, c'était pas quelqu'un qu'on voyait tous les jours faire ses exercices, mais c'était dans des moments de crise qu'on faisait appel à lui pour rétablir une guérison dans la société. Alors, tu sembles aussi marcher dans ces pistes-là, et j'aimerais que tu élabores un peu pour nous comment tu vois ce théâtre, quel est son rôle social, est-ce qu'il y a son rôle de guérison, son rôle dans la communauté, par rapport à son passé, par rapport à son futur? Oui. Ben, pour moi, le théâtre, c'est vraiment une façon que j'ai découvert d'aller à la rencontre de ma culture puis de moi-même aussi, à quelque part. Parce que j'ai découvert, quand j'ai rédigé ma maîtrise, j'avais déjà fait mon bac, j'étais à la maîtrise, je venais de terminer ma rédaction, j'ai dit, dans le fond, ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'était tout ce qui était un peu lié aux rituels ancestraux, les rituels archaïques, la théâtralité qui est inhérente aux cultures autochtones. D'ailleurs, c'est mon sujet de doctorat. La théâtralité, le rituel, le théâtre, pour moi, c'est une médecine. C'est pour ça que je me suis dit, c'est inconsciemment ou sans savoir que je me suis dirigée vers le théâtre parce que pour moi, c'était vraiment proche il y avait quelque chose là-dedans qui était familier. Sans que ce soit connu, c'était familier. Les objets, la lumière, tu sais, avec l'oralité chez les Premières Nations, il y avait tout ce travail de raconter des histoires, hein, puis on a besoin, depuis l'origine, on raconte des choses. On a besoin de se raconter, on a besoin de communiquer, tout ça. Et pour moi, ça regroupait, ça mettait ensemble toutes sortes d'éléments de ma culture sur lesquels je pouvais travailler sans que ce soit en anthropologie. Mais c'était une façon de pratique vivante en plus,
orale et physique. C'est une pratique artistique, donc il y a de la recherche d'impliquer, mais aussi le rapport aux autres, avec une rencontre avec le public. Puis ce que j'aime du théâtre aussi, c'est que on recrée la communauté, on recrée le cercle. Le cercle qui nous nourrit. On assiste au théâtre, on fait du théâtre, puis on se sent envahi par une espèce d'énergie. Je me dis, ça, c'est le feu sacré. C'est la communauté qui revient. Puis on va au théâtre aussi pour être touché par ce feu-là, pour être ensemble. Et le plus bel exemple que j'ai, c'est des fois, on rentre en répétition, puis on file pas, on a mal à la tête, on a un rhume, on est courbaturé, on sort de répétition, on est en pleine forme, on pète le feu, on est complètement indifférent. Donc, il y a quelque chose dans le théâtre qui nous guérit et que ce n'est pas que physique, c'est aussi il y a une dimension spirituelle qui est interpellée, il y a une dimension psychologique, une dimension émotionnelle de toute évidence. Hein. Le théâtre, c'est le drame, c'est le conflit, c'est mais tout ça, pour moi, ça devenait très cohérent comme femme autochtone de théâtre, d'œuvrer dans ce médium-là pour toutes les raisons que j'ai nommées, et d'autres encore que je vais découvrir en parcourant ma recherche, parce que le théâtre évolue depuis toujours. Il y a une forme insaisissable. Aussitôt qu'on essaie de le saisir, ben, il se déplace un peu comme le sable ou quelque chose de mouvant qui veut toujours évoluer. Donc, je trouve que c'est très vivant. Oui, mais il y a quelque chose de particulier aussi, c'est que généralement, je dirais, le procédé canonique du théâtre, peut-être le plus courant, c'est qu'il y a des dialogues, enfin, il y a un texte qui est écrit, après, on engage des comédiens qui ont la formation pour, digérer, intégrer ce texte-là et faire vivre le personnage et les dialogues qui sont écrits. Bon, il peut y avoir des ajustements en cours de route, là, mais au départ, il y a comme une séparation entre l'écriture et le comédien est un instrument, un interprète, justement. Alors que là, tu travailles avec des non-professionnels et qui très souvent jouent des rôles qui sont très proches de ce qu'ils sont dans la réalité, ou il y a une autre approche. Là, ben, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qu'on m'avait suggéré comme idée, c'était de faire du théâtre forum. Mais du théâtre forum, ça a des origines très populaires. Donc, par exemple, au Brésil, il y avait des gens de théâtre qui disaient on va mettre en scène des différentes classes sociales, différentes classes économiques, puis on va faire en sorte que on trouve des solutions à des problèmes qui existent. Puis comme c'était très populaire, les gens pouvaient intervenir. Donc, il y avait une mise en situation, puis on la jouait une fois, puis les gens pouvaient. C'est ça le théâtre forum, c'est qu'on rejoue la situation, mais les gens du public peuvent intervenir puis trouver une autre façon d'agir, une autre solution, une autre façon de faire. Mais là, je me suis dit, dans un contexte de violence, dans une petite communauté, est-ce que c'est envisageable de faire du théâtre forum où est-ce que les gens peuvent intervenir? Je trouvais que c'était peut-être c'était délicat parce que je préférais qu'on ait une distance. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une œuvre plus fictive où est-ce que la dimension forum, elle est exprimée par un micro ouvert qui est scénarisé dans la pièce. Donc, l'animateur de radio prend, comme la COCOM instaure cette dynamique-là de discuter avec la communauté via la radio. À un moment donné, c'est la séquence radio ligne ouverte. Donc, les gens appellent. Donc, les personnages appellent sur la radio. Il y a même dans la salle, on laisse un micro pour des gens qui voudraient parler. À Manoan, quand on a fait le spectacle, les gens ils ont attendu la fin du spectacle pour prendre le micro. Ils ont fait la scène, ils ont joué la scène, mais un petit peu en différé, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir comme on écoute l'autre, après ça, on regarde, on joue avec la théâtralité, on revient avec ça. J'ai trouvé ça fabuleux, extraordinaire même.
Et qu'est-ce qu'il y avait de différent quand les gens l'ont repris? Est-ce qu'ils ont changé le texte, le scénario? Comment Mais ils ont... en fait, c'était une ligne ouverte où ce que les gens pouvaient parler, ils pouvaient témoigner de quelque chose. Donc, la ligne ouverte qui est scénarisée, les gens vont parler. Il y en a un, par exemple, il y a un personnage qui va dire, moi, je suis tanné de voir la violence, de voir comment est-ce qu'on agit les uns vers les autres, même sur Internet, je fais beaucoup d'anxiété. Puis ça, c'est écrit dans le texte, mais il y a possibilité de quelqu'un dans le public de prendre le micro qui est là dans la scène, dans la salle, et de parler, de faire un témoignage. C'est arrivé à Manoan qu'on a eu des témoignages. On a eu 1 heure de discussion avec le micro. Et c'est sûr qu'au début, ça déstabilise un peu. Les gens ne savent pas trop s'ils peuvent embarquer, mais plus ça va, plus les gens, même les comédiens, en rajoutent un peu des fois, parce qu'il y a une liberté qui est dans ce texte-là, dans cette production-là, dans cette création-là, c'est que les acteurs peuvent rajouter du texte. Il y a des places où c'est écrit à ajouter à l'animateur de radio. Là, il va partir, puis je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. C'est lui-même qui va décider sur le moment qu'est-ce qu'il raconte. Puis, la même chose quand il y a des témoignages, les acteurs peuvent se lever, aller prendre le micro, puis raconter quelque chose. Et je vais être Trois-Rivières, est-ce que le public avait aussi cette possibilité-là? À Trois-Rivières, ils n'ont pas osé, parce que je pense que c'est une formule qui était trop... il y avait la scène, il y avait les micros, tandis qu'à Manoan, on était dans un festival, donc le monde passait, les enfants jouaient, les chiens aboyaient. Tu sais, c'était plus comme convivial, c'était moins formel. Puis on pouvait s'adresser déjà aux gens dans ce qui était là, sur le lieu. Tandis qu'il y avait quelque chose de l'éclairage avec les micros, la forme, les 7 chaises, parce qu'on est 7 en scène. J'avais l'impression que les gens n'osaient pas traverser le 4e mur, malgré que j'avais quelqu'un à qui j'avais demandé au début de prendre le micro quand ce sera la scène de la ligne ouverte et de le proposer aux gens. Ce qu'il y a de différent avec ce qui est arrivé ici à Trois-Rivières, c'est qu'on avait cédulé avec des étudiants du cours de création littéraire et du cours de pratique novatrice au département des arts, qu'il y aurait une séance d'écriture après la présentation, ce qui avait été annoncé avant le début de la... Donc, les gens s'attendaient à avoir une activité après d'écriture. Donc, là, il y a un petit recueil qui va naître de cet atelier d'écriture-là, qui est un atelier qui a été proposé par des étudiants, justement pour essayer d'entrer en contact, en dialogue avec un dialogue entre les spectateurs et l'équipe de création. Donc là, j'ai entendu. Après ça, ils lisaient, ceux qui voulaient pouvaient lire leur texte au micro. Donc, il y avait quelque chose de vraiment je dirais démocratique du théâtre, là, de dire on parle quand on peut éclater les formes, on ouvre le théâtre, on en fait quelque chose, un outil vraiment de dialogue. Puis ça, moi je trouve que le théâtre le plus beau, c'est celui qui prend forme tout seul. Donc tu mets certains éléments et tu les laisses vivre ensemble, tu les laisses vibrer ensemble, un peu comme des instruments de musique. À un moment donné, il y a une harmonie qui va, j'appelle ça la magie du théâtre. Il y en a qui vont dire le momentum, mais à un moment donné, le théâtre, il y a comme une force en lui qui apparaît quand on le laisse. Il y a quelque chose en nous aussi de très théâtral. Il y a une théâtralité, puis c'est ça qui m'intéresse, comme justement dans mes recherches, c'est comment est-ce qu'en dedans de nous, cette théâtralité-là, elle entre en communication et en contact avec celle des autres dans la vie réelle, mais aussi en temps de création. Je sais aussi que pour toi, et je pense que là, il y a pas mal d'auteurs autochtones qui vont s'y reconnaître. Tu dis que tes créations sont aussi très liées au territoire. Alors, oui, effectivement, déjà que tu produis des pièces en territoire et en communauté, c'est déjà... Mais je me souviens, bien sûr, pour moi, c'est là une expérience marquante quand tu étais venu présenter Nuchimit, là d'où vient notre sang
Présence autochtone il y a quelques années de ça. Là. Ça avait été un moment formidable d'ailleurs. Et j'aimerais que tu nous parles justement de cette pièce. Puis justement, Nuchimit, c'est une relation particulière au territoire. Donc, je crois que le territoire, je crois que c'est le thème central des auteurs autochtones. S'il l'est pas, il est mis en valeur dans le discours des personnages, mais il y a toujours, si c'est pas le territoire, c'est l'absence du territoire, le manque du territoire. Je vois ça comme une espèce de un psaume, une psalmodie comme le territoire, qu'il faut pas oublier, pareil comme si on l'habitait plus physiquement autant, donc on l'habite par la création, on l'habite dans l'imaginaire, on l'explore de différentes façons, ce territoire-là, parce qu'il est tellement puissant et c'est vivant. Pour moi, le territoire, c'est l'extension de ma famille, c'est l'extension de ma grand-mère, c'est une proximité, c'est vraiment un lien viscéral. C'est pour ça notre chimique là devient notre sang. La pièce qu'on avait présentée au festival Présence autochtone sur la grande place des festivals, à côté de Place des Arts, un dimanche et un lundi soir, c'était le 11 août, je crois, 2021. Ouais, Puis, on était encore là, quelques Atikamekw en scène. Il y avait aussi Louis-Carl Picard qui était avec nous, qui est Wendat. Il y avait Karine Awashish, il y avait moi et ma fille Jasmine. Puis on avait un musicien qui jouait live. Il pouvait improviser même aussi. Comment son prénom, son nom de famille, le savez, je me souviens plus. Emilio Wawati. C'est ça, Emilio Wawati. Puis il y avait aussi une idée qui avait été proposée dans l'équipe de création en travail de pré-production, des productions. C'était que on allait former des jeunes Atikamekw au VJing. Donc, il y avait une personne qui était spécialisée en projection vidéo, qui avait coaché des Atikamekw qui s'étaient inscrits au projet et il leur montrait comment faire la projection. Donc, pendant le spectacle, les jeunes pouvaient ils choisissaient de projeter sur des écrans géants des images de leur choix. Donc, ils savaient de quoi parlait le texte parce qu'ils l'avaient lu. Mais moi, je savais pas qu'est-ce qu'il allait projeter au moment. Il y avait une dimension expérimentale là-dedans. Moi, c'est ce que j'aime du théâtre, c'est d'en faire quelque chose, d'une expérience aussi. Et non pas, moi, je vois le théâtre un peu, des fois, un peu guindé, puis faut que ce soit présenté exactement les mêmes show chaque soir. Je trouve qu'il y a quelque chose de colonial là-dedans, alors que moi, j'ai une approche beaucoup plus, je ne veux pas comparer, mais je veux dire, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus spontané, c'est moins formel, c'est plus éclaté, c'est plus, je dirais, je crois qu'il y a quelque chose de la collaboration aussi de populaire. Tu sais, on fait ensemble ce moment, on crée un moment de théâtre. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Je ne serais pas capable de faire du théâtre du mardi au samedi, de 8 à 10, toujours reprendre le même. Je m'ennuierais, mais vraiment beaucoup. Je veux que ce soit quelque chose de beaucoup plus dynamique, qui vit avec son époque aussi, qui vit avec son moment, qui vit avec sa journée. Moi, je fais du théâtre à l'extérieur souvent. Donc, on vit avec les éléments. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans aussi de voir arriver le soleil, de voir la brume se déposer. J'adore travailler à l'extérieur. J'ai beaucoup travaillé justement dans des festivals. Théâtre de rue, on l'a fait aussi avec toi, André, hein, pendant quelques années, le théâtre de rue dans le festival Présence autochtone. On faisait des contes, des légendes, encore une fois avec des gens des communautés, des non-acteurs. Une fois, c'était avec des adolescents de Wamontashi. On avait présenté le conte Iskumina sur
la légende des petits fruits. On avait des comédiens un peu plus expérimentés. On avait Yvon Dubé, Jacques Néouachiche. Il y avait moi et ma fille. Il y avait Maud Clark qui avait fait la musique. Donc, c'est vraiment... Moi, je vois le théâtre comme une forme d'expression, mais qui n'a pas besoin d'être figé. Il ne faut pas, en fait, qu'elle soit figée. J'ai l'impression que ce qu'on considère comme étant du théâtre, c'est quelque chose qui est comme canné dans une forme, puis qu'on produit, puis qu'on distribue. Moi, c'est vraiment une autre approche. Beaucoup plus naturelle. J'en fais beaucoup moins aussi. J'en fais pas 50 shows par année. Là. J'en fais peut-être 5, 6, 7 en même temps que mes occupations de chercheur et de professeur. Ça restera toujours ma grande passion. Moi, à 8 ans, j'ai vu une pièce de théâtre. J'en avais peut-être vu avant, je ne sais pas, mais à 8 ans, j'ai vu une pièce de théâtre. Je ne me suis pas assis du spectacle. Je suis restée debout tellement j'étais happée par ce qui arrivait. Demandez-moi pas de quoi ça parlait. C'est l'événement, c'est l'expérience et le fait de voir ça. Pour moi, déjà, il y avait quelque chose de j'appartiens à ça. Moi, ça, c'est mon univers. Moi, sur une scène, je me sens chez moi. Peu importe c'est quoi, mettez-moi sur une scène, même si c'est extérieur, j'ai l'impression que c'est un terrain connu, même si c'est toujours nouveau, là. Mais pour moi, c'est quelque chose de sacré en même temps. C'est pour ça que j'ai eu tellement de difficultés à un moment donné de travailler dans un contexte où il fallait qu'on produise, puis c'était marchandé. Donc moi, je voyais ça plutôt comme quelque chose de très près du cœur, viscéral, très humaine. Pour moi, la rencontre est importante et je peux pas faire une distinction entre un acteur professionnel et non professionnel. Pour moi, j'avais même oublié qu'on faisait la distinction. Quand tu me l'as dit tantôt, je dis, oh mon Dieu. Mais pour moi, tout le monde est acteur, surtout les Autochtones. On a un don du récit, on a un don de l'action. Le langage non-verbal dans la langue atikamekw est tellement fort. Donc, pour moi, c'est toute la théâtralité. L'humour, mon Dieu, c'est de la théâtralité pure. C'est de jouer avec le sens. Et en tout cas, je me souviens plus de la question, là. De parler de la pièce de théâtre, oui. Mais genre, une amène une autre. Une pièce de théâtre, elle vient d'une autre, qui vient d'une première pièce de théâtre. Justement, tu parlais de la langue, alors là, j'ai une autre question. J'ai vu quelque part que tu disais que la langue pouvait éventuellement, la langue atikamekw, se traduire chorégraphiquement sur scène, donc trouver une sorte de, bon, c'est pas une traduction, mais une extension physique. Et alors là, ça m'a beaucoup intéressé, mais j'ai dit, bon, ben tant mieux, justement, je vais l'avoir au podcast, je vais lui demander. Mais le théâtre, c'est une traduction du monde, c'est une réinterprétation du monde, c'est une création du monde différent. Puis j'ai vu dans la façon de parler mes grands-parents, justement, puis mon oncle, puis mes parents, de voir leur corps parler tellement fort. Je donne cet exemple-là des fois. Mon grand-oncle arrivait à la maison le matin, il rentrait, il s'assoyait. C'était pas tous les jours, mais de temps en temps, une fois par, je ne peux pas te dire combien, là. Mon grand-père était assis à table. Il s'assoyait pas loin de l'autre, sans parler pendant 15-20 minutes. Il était assis à côté de l'autre. On ne sentait pas de malaise. Il était juste assis à un côté de l'autre comme ça, en silence. Il y avait très longtemps. Puis à un moment donné, il y en a un des deux qui parlait. L'air changeait. Là, il s'écoutait. Mon grand-père répondait. Là, il commençait à parler, puis il parlait, puis il parlait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est incroyable. C'est ça pour moi, transposer scénographiquement la langue atikamekw. C'est par les façons d'agir, mais aussi, la langue atikamekw est très imagée, hein?
Euh, c'est 80% de verbes d'action, là, tu sais, c'est fendre du bois, c'est lié à l'occupation du territoire qui est ancestral, toutes les, les techniques qu'ils avaient pour fabriquer les objets, pour se nourrir, tout ça, il y a des verbes associés à ça, il y a quelque chose de très imagé dans la langue atikamekw. C'est ça que j'essaie de saisir sans en faire l'objet central de ma recherche doctorale, c'est d'illustrer à un certain moment comment est-ce que la langue atikamekw est liée, est très visuelle. Un exemple, ma mère, elle me contait que ses parents, mes grands-parents, il y avait un mot pour dire quand le soleil s'éteint, quand le soleil se couche, il arrive comme une petite fumée, un petit trait de fumée au loin, puis ils appellent ça souffler la chandelle en atikamekw. J'ai oublié le mot parce qu'on l'utilise jamais, tu sais. Mes grands-parents, il y avait un verbe pour dire, une image pour dire quand le soleil se couche, vous allez voir un petit trait. Puis quand ça arrive, ma mère, elle me l'a nommé. Mais j'avais jamais entendu ça. Puis elle me disait que c'est ses parents à elle qui disaient ça. Mais ça, c'est la langue qui évolue, qui change, mais il faut que tu sois dans la nature pour la parler, la langue, tu sais. C'est ça, on n'entend pas ça dans les communautés, parce que Non! c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans la communauté, là. C'est ça, exactement. Il faut que tu sois sur le bord dans une place où ça va arriver aussi, tu sais. Donc, il y a ce moment-là qui est souligné, ce symbole-là. Vous voyez les symboles, tu sais, c'est ça que. Puis je veux pas faire quelque chose de généraliste là, sur la langue. Je veux juste illustrer certains éléments à même ma recherche pour dire à quel point moi je la vois ici, je la chorégraphie comme si dans ma tête là, dans mon travail, la langue atikamekw, sans faire un travail sur la linguistique. Juste de voir, moi, avec mon expérience d'Atikamekw qui a vécu dans le territoire avec mes grands-parents, mais qui est allé à l'école en français, que je comprends l'Atikamekw pas parfaitement, je le parle pas, je le lis parce que mes grands-parents me donnaient des choses à lire en Atikamekw. Fait que j'ai une approche différente de la langue, un Atikamekw pur laine, je vais dire, tu sais. Comme Alexandre, tu sais, qui va traduire, et ça va en faire un métier, tout ça. Moi, j'ai un autre dialogue avec la langue, tu sais, puis aussi le rythme de la langue qui est très différent. La langue atikamekw, avant, elle se déployait avec beaucoup de lenteur. Elle avait un autre rythme. Moi, j'entendais mes grands-parents parler. Ils parlaient pas vite. Les mots n'étaient pas raccourcis comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a il y a des syllabes qui disparaissent. Puis d'ailleurs, quand tu lis un texte en atikamekw, puis quand tu l'entends, il y a un tiers des syllabes qu'on n'entend pas. Donc, il y a une élision qui s'est faite avec le temps, un effritement. Puis ça, je me dis, ça me parle chorégraphiquement aussi, tu sais. Ça me parle au niveau visuel. On peut le transposer scéniquement, ça. Scéniquement aussi, tu sais, quand je parle de traduire scénographiquement la langue, mais c'est aussi à partir des objets et de la nature. Donc, quand je dis c'est beaucoup de verbes d'action liés à des objets, à des actions, à un mode de vie, mais ça implique un décor, une scénographie. Ça implique des objets, ça implique des actions, une différence avec le rythme, parce que le rythme est très important dans la culture. Le sens du temps est différent. On sait quand on travaille en milieu alloctone, puis quand on rentre dans une communauté, tout devient plus lent, plus calme. La façon qu'on se parle déjà, moi, ça fait tellement longtemps que je suis partie de ma communauté, des fois, je me dis, mon débit de parole, mon débit d'expression est tellement rapide. Tu sais, c'est là que je sais que ça fait trop longtemps que je suis sortie, qu'il faut que je retourne un peu j'aime ça quand je retourne dans la communauté, je vois des cousins, des cousines, des amis, juste leur façon de parler, leur silence, ils arrivent et ils parlent pas tout de suite, ils laissent une espèce d'ambiance arriver ou un échange, qu'il y a quelque chose de bien tacite, tu sais, dans cet accord-là, quand on est ensemble, moi, j'adore ça. Je me dis, ça, c'est très, 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 très atikamekw, cette Ce qu'ils façon veulent, c'est qu'ils vont te laisser parler longtemps s'ils veulent, là.
Comme vous faites avec moi, là. Ouais. Ben, je comprends ce que tu dis quand j'arrive à ma douane. J'ai tout le temps l'air pressé, puis il y a toujours quelqu'un qui va finir par me le dire. T'es-tu C'est ça. pressé, là? T'es-tu pressé? Ah non, mais j'ai ma fin de semaine, je veux voir tout le monde, je veux voir telle personne, telle personne, telle personne. Fait que je vais profiter de parler avec tout le monde. Oh là là. Il y a un film là, qui s'appelle Why les Kalunat, là, c'est un film inuit. Fait par des Inuits qui ils font un genre de film humoristique sur les pratiques des Blancs. Tu sais, qu'est-ce qui fait que. Le titre, c'est pourquoi les Blancs sont si drôles. Puis il y a un des sketchs là-dedans, il y en a un Inuit qui va dire les Kalunat, là, les Blancs, là, quand ils parlent ensemble, là, puis à un moment donné, les deux vont se lever d'un coup, puis il faut qu'ils partent, puis ils vont passer 15-20 minutes à parler dans le cadre de porte. Après ça, ils s'en vont. Mais pourquoi qu'ils ne restent pas assis? Il faut prendre le temps de parler. Non, ils n'ont pas fini de parler, mais il faut qu'ils s'en aillent, mais ils continuent de parler. Fait que finalement, ils parlent pareil, mais ils se sentent pas le droit de prendre le temps de parler, tu sais. Donc, je trouve ça très drôle, ce film-là. Là, de regarder, je pense que ça, j'avais vu des extraits, mais c'est intéressant de le voir. C'est sur l'ONF en plus, on peut regarder ça. Oui, c'est ça. Exactement, c'est sur l'ONF. Oui, on l'avait présenté, je me souviens, il y a longtemps, à sa sortie, à Présence autochtone. C'est un film qu'on aimait beaucoup aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mots. Mais il y a un truc qui m'est venu à l'esprit d'ailleurs, quand tu parlais qu'effectivement, dans nos langues, enfin, du moins dans le groupe dit algonquien, 80% des mots, c'est des verbes. Et je me souviens, j'avais assisté à un atelier donné par une metteur en scène. Puis elle disait aux acteurs, il ne faut pas que tu donnes des verbes passifs. Tu ne donnes jamais à un acteur une instruction, là, tu te sens mal. Ouais. Jamais. Tu lui dis, là, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu rencontres quelqu'un. Là, tu es dans l'action. Mais jamais juste dire, au moment de cette scène-là, tu rencontres quelqu'un, tu ne te sens pas bien. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, il semble bien que la langue avait plus tourné vers l'action que vers la description. Et déjà, effectivement, il y a déjà quelque chose de théâtral. C'est vrai. Absolument. Je pense que c'est le cœur de la langue atikamekw et il y a quelque chose de mystérieux dans le fait de donner des genres animés, inanimés au lieu. En français, on compare toujours les langues. C'est ça que je pense qui arrive en linguistique. On finit toujours par comparer des langues, mais si on prenait juste l'atikamekw pour l'atikamekw, si on fait abstraction qu'en français, il y a le genre féminin puis masculin, en atikamekw, en soi, il y a quelque chose d'animé et d'inanimé, et ça n'a pas rapport avec quelque chose de vivant ou pas vivant. C'est un autre... c'est philosophique, c'est le rapport de l'objet ou de la chose ou de la personne et son rapport avec son environnement et ton rapport avec cet objet-là. Tu sais, si je résume un peu ce que j'ai compris, je comprends d'animé, inanimé, mais ça renvoie aussi à beaucoup de récits ancestraux qui racontent pourquoi telle chose est inanimée, animée. J'écoutais Joséphine Bacon qui parlait de ça aussi en Innu, c'est la même chose. Il faut que tu connaisses les légendes pour savoir qu'est-ce qui est animé, inanimé. C'est culturel, dans le fond. En français, on va dire une chaise, un fauteuil. Il n'y a pas de raison qu'un soit féminin, masculin, mais en atikamekw, il y a certains genres animés, inanimés qui viennent d'une légende. Tu sais, comme je parle, mettons, du bleuet. Son genre vient justement d'un récit avec Wizigijog, tu sais, qui avait donné des pouvoirs à Wizigijog de créer les choses, de nommer les animaux. Donc, tout ça, ça fait partie d'une culture qui est plus que plurimillénaire, mais qui est tellement... il y a tellement de sens dans la langue atikamekw. C'est pas une langue qui est écrite, là, c'est maintenant, oui, mais avant, c'était... Donc,
il y avait beaucoup de choses contenues, je dirais, intertextuelles, même si on ne parle pas de texte, là. Il y avait des références à la philosophie, des références à la biologie, tu sais, toutes sortes de connaissances qui entraient en contact dans la langue, tu sais. Puis, pour moi, c'est ça, c'est un réservoir infini. C'est les technolinguistes, à chaque fois que je vais voir des ateliers, je les rencontre, je suis toujours émerveillée de voir où est-ce que la langue peut nous amener, tu sais, au point de vue cognitif. Il y a quelque chose moi, je trouve qu'il y a une médecine dans le fait d'écouter puis de comprendre la langue puis de l'étudier. Je crois que, tu sais, on vit au monde avec moi, je suis née au monde, ma mère parlait Atikamekw, mais mes grands-parents aussi parlaient, tout le monde parlait Atikamekw dans la maison. Même mon père, qui est un Québécois, a appris l'Atikamekw, mais nous, ils voulaient qu'on parle français pour faire des études. J'ai l'impression qu'ils ont réalisé leur rêve, parce que là, je suis rendue prof, mais je suis contente d'avoir aussi suivi le chemin qu'ils m'ont montré, parce que j'ai eu accès quand même aux connaissances du territoire. Tu sais, c'était des trappeurs, des chasseurs, des pêcheurs. Mon père, c'était des bûcherons. Tu sais, ma grand-mère, elle faisait la médecine. Tous les gibiers, je les ai travaillés. On pêchait au filet. Moi, j'ai appris à pêcher au filet avec mon beau-père, au gouin, là, des grosses vagues, là. Tout ça, j'ai été infusée de la langue. Tu sais, j'ai baigné dans la culture et dans la langue. Puis j'ai toujours fait cet exercice-là entre les deux façons de penser. C'est ce qui fait que je fais la création théâtrale aujourd'hui et la création littéraire. C'est parce que je suis toujours en train de travailler les sens. Donc, pour moi, c'est ça, la création, c'est de créer des sens, de la recherche, ça vient avec la recherche de sens, beaucoup. Justement, tu mentionnes l'université et je suis intéressé que tu élabores. Ben, il y a deux questions là-dedans. C'est comment tu vois le rôle de l'université. Est-ce que le fait que des Autochtones, je sais que maintenant on parle d'autochtoniser les universités. Alors j'aimerais que tu nous parles d'abord de comment les universités doivent se situer ou se resituer par rapport aux Premières Nations, mais aussi comment tu lis, pour toi, tu en as parlé un peu, mais j'aimerais peut-être que tu nous expliques encore davantage comment tu lis, recherches et travail universitaire avec un travail de création. D'ailleurs, j'ai vu dans certains textes qu'il y a recherche, trait d'union, création, donc on voit comment les deux sont liés. Oui. Mais tout travail de création implique nécessairement de la recherche à petite ou grande échelle. Mais quand tu fais la recherche-création, c'est que tu donnes une importance aussi importante aux pratiques de la recherche, au parcours de recherche qu'à la création. C'est aussi de faire de la recherche avec la création, ce qui est différent. Quand je dis on réinvente le monde, pour moi, quand on fait une scène de théâtre et qu'on la joue pour la première fois, on découvre des choses. On découvre des choses sur l'humain, sur soi. Tout le monde découvre des choses sur soi quand on fait du théâtre. Pour moi, c'est un laboratoire, la scène d'un théâtre. C'est une pratique qui est très novatrice puis qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants autochtones qui s'intéressent à la recherche-création. C'est quelque chose d'assez récent, je dirais ici, parce que en Grande-Bretagne, ça fait plus longtemps qu'ils ont commencé, aux États-Unis probablement aussi. Mais il y a quelque chose, moi, que je trouve très intéressant en recherche-création, c'est que notre vécu et notre perspective d'Autochtone devient un outil, un avantage, au lieu d'être quelque chose qui avait tendance à être considéré comme un désavantage. Ah, tu viens d'une communauté, tu as moins de chances de graduer, tu as moins de chances de faire des études supérieures. Alors que ça devient comme un levier. Je trouve que ça valorise, puis ça fait en sorte aussi ce qui a été détruit par les pensionnats, par les politiques coloniales, les universités et les nouvelles pratiques doivent
refaire ce chemin-là à rebours pour reconstruire ce qui était là au début, mais qui a été détruit, qui a été interdit par les pratiques coloniales. Puis l'université, l'éducation faisait partie du calcul. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, l'université, c'est la chance qu'elle a de pouvoir œuvrer justement à refaire ce chemin-là. On n'arrivera pas à la même destination exactement d'origine, mais on va quand même faire le trajet de restituer, et intellectuellement, de reconnaître que les Premières Nations puis nos aînés avaient un savoir ancestral qui était remplaçable déjà, tu sais. On voit de plus en plus une place qui est offerte aux pensées, aux façons de faire, aux méthodologies, aux pédagogies autochtones. Aussi, avant, il fallait qu'on utilise des textes pour étayer nos théories, pour donner du poids à nos recherches. Mais aujourd'hui, on valorise les récits oraux de plus en plus. On est en train de développer même une façon de les utiliser dans les recherches doctorales puis dans les textes scientifiques. Donc, il y a quelque chose qui tend vers ça, on le sent, hein, on le voit dans la société. Il y a quelque chose qu'on veut aider, préserver, tout ça. L'université aussi, c'est par l'éducation qu'on va, je pense, faire évoluer les mentalités, parce que même si les institutions décident de se doter d'outils d'autochtonisation, c'est pas, souvent moi je dis par exemple, tu sais, des fois c'est pas les étudiants qu'il faut que tu convainques, c'est les profs puis tes supérieurs qu'il faut que tu convainques, parce que eux, leur pensée, leur façon de penser, ils croient qu'ils ont raison, parce que ce sont des enseignants depuis tellement d'années qui ont de la misère à remettre en question un savoir qui est oral, tu sais, qui ont de la misère à remettre en question l'équivalence d'un savoir oral, ou des fois même la supériorité d'une expérience d'un territoire plutôt que des données théoriques ou des données qui sont écrites de façon qui sont pas qui n'ont pas été expérimentées et qui sont plus empiriques. Mais je pense qu'on peut vraiment assister à un changement en ce moment. C'est ça que disait Alanis Obomsawin quand j'ai entendu à une émission de télé à Radio-Canada, qui disait: c'est le moment, là, si vous avez le goût de faire quelque chose, c'est le moment, profitez-en, parce que elle, à son époque, c'était beaucoup plus difficile. On perdait notre statut indien quand on allait à l'université, vous savez, ça faisait partie de la loi sur les Indiens. On perdait, une femme autochtone perdait son statut indien si elle mariait un allochtone. Un autochtone perdait son statut indien s'il allait à l'université. Donc, il y a un grand travail à faire pour peut-être corriger les choses du passé. Mais c'est un bon outil. L'éducation, ça sera toujours parce que dans une génération, on peut tout changer. On le voit, hein, on le voit là. C'est facile de voir qu'en une génération, on peut changer le cours de l'histoire. D'accord avec toi. Quand je pensais que tu disais que là, vous faites des recherches maintenant, mais je me rappelle quand j'étais au secondaire, je parlais, mettons, des enjeux des Autochtones, ou genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, en Manoine, puis il n'y a pas, tous les travails, les carrières qu'on met en ligne, c'est pas nécessairement du travail qui m'intéresse. Mettons, je vais être comptable, avocat, médecin, tout ça, c'est pas des affaires nécessairement qui m'intéressent, mais sont valorisées dans notre société. Mm-hmm. Puis, j'avais demandé, genre, est-ce qu'on a-tu des histoires à Tikamek, mettons, des savoirs à Tikamek, quelqu'un peut reconnaître ça? Je dis, non. Je dis, les histoires à Tikamek, ça n'intéresse personne. Fait que si t'as un universitaire qui s'en vient, c'est probablement la seule personne qui va être intéressée, mais sinon, tu vas présenter ça au Québec, il n'y a personne qui va être intéressé à entendre ton histoire. Ouais, un des grands best-sellers récemment, Tikukum de Michel Jean. c'est pour. Mais on nous avait dit la même chose, hein, quand on se battait pour aller sur la place des festivals. Ouais. À l'époque, on était aux mêmes dates que les Francopholies et ça clashait.
Et je me souviens, Patrick Lagacé, le scribouilleur prétentieux de la presse, il avait écrit c'est pas, ça remplit pas le forum, les arts autochtones. Hein? Et puis, peut-être ça intéresse personne. Alors, il avait écrit comme ça dans la presse. Ben, écoute, il y a 12 ans de ça, là. C'est pas non, je sais. C'est très méprisant. Hein? C'est très méprisant. Effectivement. Et depuis qu'on est là, Place des Festivals, tout le monde, il fait du spot pour y aller. Mais depuis qu'on est là, tout le monde est content. C'est formidable. On trouve ça extraordinaire, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait et tout. Mais au départ, il y avait une hostilité, puis des barrières qu'il a fallu s'abattre pour les ouvrir, parce que sinon, on n'aurait pas pu y accéder à ce lieu de légitimation. Comme il y a des gens comme Alanis qui a dû ça. Je sais qu'elle n'aime pas beaucoup en parler parce qu'elle dit que l'ONF m'a tellement appuyé une fois que j'ai été reconnu comme cinéaste que je ne veux pas revenir dans les souvenirs les plus durs. Mais c'est sûr que rentrer comme femme autochtone pour faire même pas des films, ils appelaient ça je ne sais plus de nom qu'ils donnaient, c'était des sortes de diaporamas éducatifs qu'elle faisait, puis c'était un petit programme expérimental, et tranquillement, elle a réussi à d'abord pouvoir faire un premier film, un premier court-métrage, puis après ça, mais à toutes il a fallu que, c'était sûrement pas évident. Et ça prenait une force de caractère extraordinaire. Alors là, Alanis, on n'est pas inquiet. La grande dame, on l'appelle la grande dame. Oui, grande dame. Et c'est sûr qu'elle a été une grande guerrière à une certaine époque, avant de pouvoir vraiment avoir les coups des franches comme elle a maintenant, puis livrer encore faire des Québécois. C'est extraordinaire. À produire. Hein? Et d'ailleurs, tu vas te rapprocher, Véronique, d'après ce que je sais. Travers les branches. Voilà, c'est même plus qu'à travers les branches. J'ai vu que tu avais même une adresse avec ucam.ca. Oui, oui. Je vais être professeur à l'Université du Québec à Montréal à partir du 1er juin au département de lettres. Je serai professeur en littérature et culture autochtone. Bravo. Je suis très fière de ça. On va pouvoir travailler ensemble encore, de nouveau, se rapprocher, se renouer. Oui, il y a beaucoup de choses à faire à Montréal sur les arts. Hein. C'est un carrefour, comme on dit. Moi, je dis, si on suit la logique, l'hydrologie, la logique des rivières et des bassins versants, la connaissance, il faut que ça circule. Ça va d'un endroit à l'autre. Tu sais, puis je pars d'une université, je vais à l'autre, mais éventuellement, il y aura la maison des savoirs qui va venir au monde un jour. Donc, je me dis qu'on faut circuler, il faut se promener, il faut aller dans les communautés, autant l'art que les projets. Moi, je rêve de développer des projets et je veux travailler aussi interuniversitaire. Donc, j'ai des idées de voyage avec des étudiants qu'on pourrait visiter différents lieux et ne pas être limité par le fait de travailler pour une institution, mais travailler pour la cause autochtone. Donc, c'est comme ça que je vois mon travail. Moi, je me voyais pas professeur d'université quand j'étais jeune. Mais il y a quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est décédé maintenant, mais qui m'avait dit « Tu vas être professeur d'université, toi. » Je dis « Moi? » J'étais en secondaire 5, là, je l'ai fait la moitié du temps, là, quasiment. Mais il m'avait dit ça, puis quand je suis devenue prof, là, invitée à l'UQTR, j'ai dit « Ah! » Il m'avait dit ça. Je conduisais de Ouémont, je m'en allais là-dessus. J'ai dit, mais oui, il m'avait dit ça que je serais prof. Lui, il l'avait vu, mais moi, je ne le voyais pas. Comme de quoi le chemin, il est tracé devant nous des fois, puis je suis très contente parce que j'ai l'impression des fois que ça arrive comme si c'était une décision qui venait pas de... Tu sais, c'était comme il y a une grande énergie qui m'a amenée là, et ça a été dur, hein, je me suis battue, j'ai travaillé fort, mais il y a quelque chose qui m'a accompagnée
ce temps-là, encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être poussée par un grand souffle, puis que mes ancêtres sont là dans ce chemin-là que je m'apprête à prendre et sur lequel je travaille déjà. Mais j'ai l'impression de le faire de m'en aller, quand tu as l'impression d'être sur ton X, là, de faire quelque chose qui peut faire du sens, ben pour moi, c'est à ce moment-là de ma vie. Il y a notre chemin d'où on vient, mais il y a aussi le courant. Hein, parfois, il faut aller à contre-courant, mais il y a toujours un itinéraire fluvial qui nous amène à la destination. C'est vrai. Des fois, il faut ramer contre le courant, puis des fois, on se laisse porter par le courant. Voilà. Ben, en tout cas, c'est certainement un bon courant qui t'amène à Mouliat. On est bien content de la chose. Et parce que pour nous, en tout cas, moi, ça a été un peu notre. On a appelé ça Terres en vue, là, parce qu'on s'était. Le Montréal, là, on parlait des fleuves, des rivières. C'est un endroit où les courants se chevauchent, aboutissent, se croisent. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est un lieu mythique depuis toujours, sûrement. C'est une île au milieu des courants avec une montagne au milieu. C'est vrai. Il y a une force territoriale auquel les Autochtones étaient connectés. Oui. Et on a perdu du terrain, il faut le reprendre. Et c'est bien de voir qu'il y a d'autres conquérants et conquérantes, des rameuses qui viennent parce que. Justement, c'est comme ça que finit la pièce de théâtre Maman Mishkadan, Ramons ensemble. La fameuse chanson aussi qui a été composée. Est-ce que c'est par Migoun ou par Sagui? Il y a peut-être deux chansons qui s'appellent comme ça. Je pense que c'est Sagui, oui. Sagui qui a composé Maman Mishkadan. Vous pourrez la mettre en onde. Ouais, c'est ça. C'est Sagui Ottawa. Ouais, dans un cadeau qui ne prend pas l'eau, celui-là. Non, il a été réparé. Non, ça, il l'avait utilisé l'an dernier sur YouTube. OK. Alors bon, ça tire vers la fin déjà, mais quand même, je vais souligner le Terres en vue. On a nous aussi ramé du côté de la Cinémathèque pour d'abord faire sortir des archives des 6 saisons à Tikamek et ensuite pour que ce soit mis au programme des restaurations puis de la numérisation des films de la Cinémathèque. Et finalement, la numérisation est finie. Là. Ça fait OK. Alors, je suis bien content. La Cinémathèque, je dois dire Pierre Tinel et Pierre Ribon, des réalisateurs, l'ont demandé. Ils ont dit on veut que les droits appartiennent aux Atikamekw. C'est pas coutumier. Disons, dans la Cinémathèque, les documents qui disons pour qu'ils les préservent, on cède les droits. Les cinéastes, les producteurs cèdent les droits. Mais là, dans ce cas-ci, la Cinémathèque a accepté, donc c'est une reconnaissance de la souveraineté culturelle, parce qu'on s'entend que c'est pas peut toujours arriver, mais enfin, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un débarque d'Hollywood et offre 1 million pour montrer ces films-là. Ça ne sera pas un jackpot, mais c'est un geste extrêmement signifiant qui va être fait. Et là, j'ai été mis en contact avec... voyons, il s'appelle le chef de Manoine, notre ami... Sibi Flamand. Sibi Flamand, voilà. Alors, j'ai appelé Sibi, je lui ai dit, écoute, mets-toi en contact avec le conservateur de la Cinémathèque. Là. Ma job est finie. J'ai recommandé aux deux en partant. J'ai dit, attention, c'est sûr que le territoire, les gens qui sont là, c'est Manoine. Mais j'ai dit, le patrimoine culturel, il appartient à toute la nation atikamekw. Il ne faut pas oublier que quand on voudra rendre accessible ce document-là,
que ce soit aux 3 communautés, pas seulement à Manoine, parce que c'est la variante Manoine de patrimoine culturel commun à toute la nation. Alors, je pense que j'ai entendu, on le verra bien, mais très bientôt. Mais je tiens à dire aussi que le 21 juin, peut-être la journée d'avant, la journée après, la programmation n'est pas encore faite, mais il y aura une présentation spéciale en collaboration avec la Cinémathèque québécoise et Pertes en vue des 6 saisons Atikamekw version restaurée. C'est la fois qu'il y a une délégation Oui. qui viennent, mettons que ce soit des étudiants ou des aînés. Là. On l'avait fait il y a quelques temps avec des aînés de Maison des aînés à Manoine. Ils sont venus quelques-uns, mais s'il y a des étudiants, je pense que c'est super intéressant pour les étudiants. Ben oui. Ben, en tout cas, le mot est lancé. Je suis sûr que parce que la Cinémathèque parle même d'avoir plusieurs projections qui pourraient effectivement en avoir une qui pourrait être réservée aux Atikamekw qui viennent, ou encore avoir des ouvertures à chacune des. Si les gens ne viennent pas tout en même temps, avoir des sièges réservés pour les Atikamekw qui viendraient. Est-ce que les 6 épisodes vont être diffusés à ce moment-là? Oui, oui. Je sais que là, ils reçoivent bientôt, je n'ai plus les dates exactes, ils reçoivent un congrès international des cinémathèques. Les archives du film. Les archives du film, voilà. Et bon, les archives du film, c'est des cinémathèques dans le monde qui les ont. C'est un peu comme une rencontre des cinémathèques. Et évidemment, ils sont bien fiers, puis ils ont raison. On ne les blâmera pas. Ils ont conservé le film et ils l'ont numérisé, alors ils vont s'en vanter. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça fait que les délégués du monde entier vont quand même avoir un aperçu des cultures autochtones d'ici au travers de ce film-là et peut-être demander, parce qu'il y a des programmes d'échange entre les cinémathèques, de le présenter. Donc, c'est une façon aussi non seulement de se réapproprier la culture, mais aussi de la partager avec d'autres personnes, puis d'autres mondes de par le monde, de par le reste du monde. Des autres mondes aussi. Voilà. Alors, donc, je sais que ça, c'est très bientôt. Mais comment dire, le vrai lancement, là, ça va être en juin, le mois de l'histoire autochtone. Et ça va faire partie des célébrations du 21. Parce que là, c'est juste 3 épisodes qui vont être montrés lors du congrès, parce que j'imagine qu'ils ont des rencontres, des débats, des trucs à discuter, quoi, et qu'ils n'ont pas le temps de voir toute la série. Alors, donc, ils vont quand même avoir un bon avant-goût avec 3 épisodes. Je les ai vus, je les ai écoutés 2 fois chaque à peu près les épisodes, parce que c'est 6 épisodes qui représentent les 6 saisons Atikamekw. Puis dans le cadre du cours Savoir et savoir-faire autochtone que j'ai donné à l'automne dernier ici, à chaque saison, je faisais jouer un des épisodes. Mais c'est sûr que c'est 3 mois, donc il y avait des épisodes qui ont été joints ensemble. Mais mes étudiants ont adoré ça, de voir le mode de vie lié avec le territoire comme ça, puis voir les activités traditionnelles. Il y avait vraiment... Puis même moi, il y avait des affaires que j'avais jamais vues, comme le manteau en peau de lièvre. J'avais jamais vu ce manteau-là. C'était très... ça avait l'air très fancy en regardant ça, comment ils faisaient. C'était mon grand-mère qui faisait ça. Là. Ah ouais, c'est elle? Ouais. C'est la grand-mère à ma mère. OK. Moi, de ma chouillette, on n'avait pas parlé de manteau, on parlait de couverture. C'était comme un sleeping bag, en fait, en peau de lièvre. Il paraît que c'était confortable l'hiver, là, sous la tente, là, même si le feu baissait pendant la nuit, la couverture de peau de lièvre, là, ça tenait au chaud. On avait en peau en plume d'outarde, mais la fourrure de lièvre dans les Tikinagan pour les enfants.
Ah oui, il faisait doublure, oui. une doublure avec ça. Et j'ai entendu parler aussi des bas en peau Ah de ben, lièvre. Ça va être le fun, ça. Ah oui, ça serait le J'aimerais fun! Oui, j'aimerais oui, ça, j'aimerais ça en on va avoir un. remettre ça à la mode. On va voilà, remettre ça à la voilà. mode. Ben oui, Là, parce là qu'on les DVD, c'était-tu Pierre Dinan qui nous l'avait donné? Je sais qu'à Manouane, ma mère me parle souvent qu'ils ont les DVD que Pierre Dinan aurait numérisés. Fait que c'est probablement ouais, pas la même qualité. ben non, il a fait ça sur le coin de la table. Là. C'est très louable là, parce que c'était les moyens du bord pour que effectivement, les Québec puissent en avoir en prendre connaissance et les garder. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va sortir. Là, attention, ça va être top qualité. Et moi, ce que j'ai remarqué dans les numérisations, ce qui est frappant beaucoup, beaucoup, c'est pas seulement l'image. Oui, l'image est travaillée, restaurée, et plus nette et tout, mais c'est le son. Parce que le long de la pellicule, c'est une mince, mince bande qui est un son optique avec une lumière qui passe au travers et un capteur de lumière, puis derrière, une retraduction pour que ça devienne sonore. Alors que là, en numérique, c'est direct le son qui est numérisé et c'est. Là, je ne peux pas le décrire parce que c'est la magie de la magie de l'informatique, mais Ouais. là, ça sort et c'est d'une netteté incroyable. Ouais. On va J'ai hâte de recouvrir regarder ça. Louis. Oui, On va voilà, voilà. recouvrir Louis. Exactement. Et parlant de films, ben voilà, on commence la sélection des films de présence autochtone. Sur le film Freeway, là, on a reçu quelque chose comme 120 inscriptions cette année, 120 titres. Wow! Et Bravo! là-dessus, il y a 45 longs métrages. Wow! Alors, ça veut dire qu'il va y avoir un gros travail de sélection à faire et ça vient partout dans le monde, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, du Canada, bien sûr, des États-Unis, d'Argentine. C'est formidable. Le cinéma autochtone aussi est va vraiment florissant. Alors, et c'est sûr qu'on peut même déjà, dans la préface du gros livre là, que Routledge vient de publier sur le cinéma autochtone, ils disent qu'il n'y a plus un festival maintenant qui peut faire ce qui se faisait il y a 15 ans, présenter à peu près tous les films autochtones qui s'étaient tournés durant l'année, parce que ça tenait à peu près dans un festival. Maintenant, il y en a. Alors, je suis content parce que c'est pas que je veux me vanter d'avoir eu un don de prophétie. J'ai juste mis le bon montant sur la bonne place à la roulette. Quand on a dit en fondant Terre-en-Vue, déjà un festival de cinéma autochtone, mais vous avez-tu en fait ces films? Et moi, ce que je répondais, deux choses. Un, avec la pyramide des âges qu'on a très étalée vers le bas, il y a de plus en plus de jeunes qui vont vouloir s'affirmer comme autochtones. Et dans un contexte où les activités traditionnelles, c'est plutôt le monde qui peut s'y adonner de façon constante et régulière. Il faut reformuler son identité. Et dans ce temps-là, c'est des artistes qui vont chercher le moyen de justement à la fois s'affirmer, mais donner des repères identitaires aux autres de leur nation, mais aussi à la société en général. Et d'une part, puis d'autre part, avec la vidéo et la numérisation, ça va être beaucoup plus facile de faire des films. À l'époque, ça prenait des outils coûteux, rares, pas faciles à manipuler. Alors que maintenant, il y a des films qui se font avec des cellulaires. Ouais, il y a des milliards de caméras partout. Oui, oui. Et d'ailleurs, je sais que le Wapikoni a déposé un projet là, pour justement, ça c'est une préoccupation, la diffusion des arts en communauté. Ouais. On en a beaucoup parlé à la rencontre qu'on a eue pour le CACPA, le collectif des arts et de la culture autochtone, qui a été fondé récemment.
c'est une des, sinon la priorité de s'assurer que dans les communautés, justement, on ait accès aux productions culturelles. Souvent, c'est en ville, puis, ou dans des universités, dans des endroits qui ne sont pas accessibles pour tout le monde et surtout pour les communautés éloignées. Donc, on va y travailler. Oui, bravo pour tout ça. Ben, t'en fais partie. Oui, d'accord. Voilà. On va se revoir bientôt alors. Oui, certainement. Alors voilà. Ça veut dire qu'on va probablement sûrement collaborer vu que tu vas te rapprocher de nous. Oui, c'est ça. Très heureuse de ça. On va se voir bientôt. Il y a quelque chose dont je veux te parler en privé, Véronique. Quand Alexandre aura coupé tous les milliers de curieux qui nous écoutent, on va se dire des secrets. Parfait. Ben, à bientôt tout le monde. Qu'est-ce qu'on ménage? Ouais. Attaché. 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 Bye. Miigwech.